On est des businessmen. Toi t'es endetté, donc tu nasses mal. On est des businessmen. Qui ici présent a déjà été endetté? Anyone? Et oui, quand je suis allée à l'université, j'avais une carte de crédit étudiante avec un plafond de 1000 $ canadiens. Et comme à cette époque-là, je n'avais jamais eu aucune notion de l'argent, de faire attention à ce qu'on dépense ou quoi que ce soit, au bout de, je pense, 2 ans, j'ai atteint le plafond et après, je n'arrivais plus à redescendre. Pendant des mois, j'ai essayé, mais c'était pas possible. À chaque fois, je recevais un petit peu d'argent, je le redépensais. Enfin bref, c'était du n'importe quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dû appeler mes parents et leur dire: oui, papa, maman, j'ai atteint le plafond de ma carte de crédit. Est-ce que vous pouvez rembourser, s'il vous plaît? Franchement, j'ai eu vraiment de la chance qu'ils soient là et qu'ils le fassent. Mais depuis ce jour-là, j'ai appris ma leçon de ne pas vivre à crédit. Et je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir appris ça à 19-20 ans plutôt que à la trentaine ou à la quarantaine comme certains. Ou par exemple, comme beaucoup d'Américains qui vont à l'université et qui ont des cartes de crédit, sauf que eux, leur plafond, c'est pas 1000 €, c'est 15 000, 20 000, 30 000 €. Et donc, ils ressortent de l'université avec des dettes sans fin. Mais bon, j'ai l'impression que certains apprennent cette leçon beaucoup plus tard. Tous les jours, je vois des gens prendre des décisions financières complètement ridicules et s'endetter pour le plaisir de s'endetter et pas pour des bonnes raisons. Commençons. Ne faites jamais de leasing, s'il vous plaît, c'est de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi, d'après mon expérience de gars qui a fait des leasing, qui a travaillé en banque, donc qui a vendu des leasing et qui a travaillé dans l'automobile et qui est d'un gars qui aime les voitures, donc get le cocktail. Donc moi, je pense avoir assez d'expérience pour dire pourquoi faut pas faire de leasing. C'est de la merde. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ici on parle de tout, rien et surtout ce qui nous fout la rage. Écoutez, dans ma vie, j'ai eu un paquet de voitures, malgré mon jeune âge, et j'ai fait un leasing dans ma vie. Je le regrette, mais tellement. Pour le contexte, à ce moment-là, je gagnais pas trop mal ma vie, on va pas rentrer dans les détails. Je vais chez Mercedes. Ah oui, au passage, aujourd'hui, j'ai plus de Mercedes. La vie, c'est hard, frère. Donc moi, j'aime les belles caisses, j'aime les berlines, j'aime ce qui roule vite. Et surtout, il me fallait un truc, il me fallait l'hybride. Donc moi, je regarde un classé W205 hybride, donc un C300E. Frérot, trop bien, tu vois, tout était bien, écran derrière le volant, siège chauffant, tout ce que tu veux, et en plus la voiture elle est 320 chevaux, tu vois, moi je t'ai refait. Surtout que je rentre chez le concessionnaire en lui disant: frérot, je veux cette voiture, je l'ai vue, je la veux. Et donc je me fais embobiner, déjà que j'étais super chaud, tac, sans m'en rendre compte, je claque un acompte, je paye la carte grise, je paye les frais, machin, 2000 € en carte. Mais là, je suis dans la matrice, tu vois, donc je me rends pas compte, je suis content, tout, un peu inquiet, mais vas-y. Je récupère la voiture. Au début, un putain de kiff, tu vois. Moi, je suis un enthousiaste des voitures. Voilà, j'ai trouvé le bon compromis par rapport à mes besoins, etc. Même si la voiture a des reproches, je pourrais en parler plus tard. Et là, 2 jours après la livraison, première échéance. Une échéance à 800 € par mois à peu près. Oh. Donc 800 €. Fou. No. Moi, je suis un gars qui gère pas super bien ses sous, donc déjà, si vous êtes des gens comme moi qui gèrent pas très bien leur argent, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le leasing, déjà, la voiture vous revient plus cher. C'est un crédit déguisé. Yes. Voilà. C'est pas écrit comme ça, mais au moment où tu signes les papiers, bon, voilà, c'est un crédit. La voiture, déjà, vous revient plus cher. Tu me diras, comme quand tu fais n'importe quel crédit, quand tu payes des intérêts, ok. Sauf qu'en fait, c'est pas comme un crédit. Un crédit, d'accord, si tu te débrouilles bien, tu peux revendre ta voiture, en tirer assez, solder. Là, un leasing, non. Déjà, ça t'engage. Selon les constructeurs, selon les organismes de financement, ça t'engage pour 1 an. Au minimum. Au bout d'1 an, tu as le droit de ramener ta voiture chez le concessionnaire chez qui tu l'as acheté, qui, s'il veut bien, s'il est gentil, s'il est de bonne humeur, s'il a pris son café, te proposer un prix pour la reprendre. Sauf que ce prix-là, ce sont des prix, c'est même pas des prix négociants, automobiles, etc. C'est gros, c'est comment tu peux me reprendre une voiture 18 000 € que je t'ai acheté 35 il y a même pas 1 an, frère. Oui. Déjà, tu vois le scam. Ensuite, le leasing, tu peux difficilement la revendre. Tu peux pas la revendre. Ou alors, faut que, voilà, tu vois, faut que la personne qui te l'achète ait le temps, frère, pour que tu soldes, etc. Surtout quand t'as pas, genre, la somme sur le côté. Tu vois, voilà. En plus que tu payes tous les mois, donc les 800 €, en vrai, il y en a que, genre, 500 ou 600 € qui payent réellement la voiture. Le reste, ils allaient dans la nature. Je sais pas, ils sont où, frère. Donc moi, quand j'appelle Mercedes, je lui dis, bah voilà, techniquement, j'ai payé tant, sur tant de mois, il me reste ça à payer sur la voiture. Elle pète de rire. Frérot, elle a rigolé, elle a pété de rire au téléphone. Oui, elle a rigolé parce que ça y est, tu t'étais fait pigeonner. Bon, donc cette vidéo de Big Daddy, là, elle m'a fait beaucoup rire. Donc oui, les leasing de voiture, c'est pour les pigeons. Voilà. Déjà, si vous devez vous endetter pour acheter une voiture, c'est que la voiture est trop chère. C'est simple. S'endetter pour une bonne raison, ok, mais s'endetter pour un moyen de locomotion, une voiture, c'est pas un investissement comme une maison ou quelque chose qui va prendre de la valeur. Dans tous les cas, la voiture va perdre de la valeur déjà. Donc pourquoi s'endetter pour l'acheter? Une voiture, elle perd à peu près la moitié de sa valeur en 1 an. Et ensuite, le reste, ça descend petit à petit. Donc quelle idée de prendre une voiture neuve en leasing? Il y a déjà ça. Honnêtement,
Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir des bonnes raisons de faire un leasing. La seule exception, c'est peut-être si vous avez besoin de la voiture pour travailler. Donc par exemple, je sais pas, ça fait un petit moment que vous êtes au chômage ou que vous n'avez pas de revenus et vous trouvez enfin un emploi et ensuite vous avez besoin de la voiture pour aller travailler parce qu'elle est trop loin ou c'est mal localisé ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, je peux comprendre le leasing, même si c'est vraiment pas la bonne solution financière. Mais vous pouvez peut-être prendre un leasing d'une voiture pas neuve. Les vendeurs de voitures, ils nous vendent ça comme si c'était une belle opportunité. Oui, vous pouvez utiliser la voiture avant qu'elle soit totalement la vôtre. Mais si vous êtes capable de payer 800 € tous les mois pendant 3 ans ou 5 ans ou la durée du leasing, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas juste 800 € tous les mois de côté sur un compte épargne et ensuite vous achetez la voiture cash comme ça, bah, c'est quand même mieux. Comme ça, vous allez économiser tous les frais et ne pas rendre riche ce vendeur de voitures véreux. C'est mieux de prévoir et de mettre de l'argent de côté, quitte à utiliser votre matelas de sécurité ou utiliser l'argent que vous avez sur votre livret A. Vous savez quoi? Les Français sont super endettés. Les Français sont très très endettés. Les crédits à la consommation, les crédits revolving, les 3 fois sans frais, les 10 fois sans frais, les 20 fois sans frais, etc., etc. Et pourquoi ça, à votre avis? À cause d'un seul élément, la gratification immédiate. C'est quoi? En fait, la gratification immédiate, c'est quand on veut quelque chose, mais en fait, on le veut tout de suite. Je veux un nouveau téléviseur, je veux le super téléviseur 4K, mais je le veux tout de suite, right now, immédiatement. Vous savez, la fameuse génération micro-ondes, la fast-food, qui peut pas attendre, qui sait pas attendre, qui a pas envie d'attendre. Eh bien, en fait, ça, ce système fait que les gens veulent quelque chose, ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un crédit. Ils vont faire un 4 fois sans frais, un 20 fois sans frais, un crédit à la consommation, crédit sur crédit. Et ça donne quoi? Mais ça donne des Français endettés, surendettés. Ne faites pas partie de ces gens-là, les amis. Repeat after me. Delayed gratification. Elle a parlé de la gratification immédiate ou de la satisfaction immédiate. Il faut apprendre à avoir de la satisfaction en différé. Et ça fera une très grosse différence dans vos finances. Il n'y a pas de raison de s'endetter pour une télé, pour un canapé, pour un lave-vaisselle, pour une machine à laver. Non, non. Il ne faut pas s'endetter pour ça. Devoir payer tout le temps des intérêts, faire crédit à la consommation sur crédit à la consommation, c'est vraiment la meilleure façon de s'appauvrir. Et maintenant, en plus, avec l'ARNA et Afterpay et tout ça, ça empire encore plus. Je pense que la Gen Z en France va se retrouver dans la même situation que les Américains. En fait, aux États-Unis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très facile de s'endetter avec des cartes de crédit. En France, on n'a pas encore ce moyen, mais avec Klarna, Afterpay et tous les trucs comme ça, ils ont réussi à trouver un moyen pour contourner ça, pour que les gens puissent acheter à crédit, sans avoir à vraiment faire de demande de crédit à la consommation. Et ça, pour des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient un peu toutes les dépenses autour d'eux, qui ont aussi le cerveau pas 100% développé. Et c'est pas une insulte, c'est juste que on dit souvent qu'avant 25 ans, la partie de nos cerveaux qui contrôle notre impulsivité n'est pas encore 100% développée. Et donc c'est pour ça que les personnes sont parfois un peu plus irrationnelles quand elles sont plus jeunes. Et donc pour les générations qui premièrement vivent sur les réseaux sociaux, qui voient la surconsommation autour d'eux, qui a grandi dans un environnement où ils se comparent beaucoup, qui en plus de ça a des problèmes d'argent parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour eux, et donc ils veulent acheter quelque chose mais ils n'ont pas forcément l'argent sur le compte tout de suite, et en plus, ils voient tout le monde commencer à utiliser ces services. Je pense que ça va être complètement destructeur. On va voir les résultats dans quelques années, mais vraiment, là, je pense que ça va être compliqué. Déjà, Klarna, ils disent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne remboursent pas, mais quand ils vont commencer à vraiment, je sais pas exactement ce qu'il y aura, des amendes ou quoi que ce soit, ça va vraiment faire mal aux personnes qui utilisent. Donc, s'il vous plaît, évitez tous les trucs comme Afterpay, Klarna. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter quelque chose une fois, ne l'achetez pas. Et normalement, il y a certaines règles qui disent qu'il faudrait avoir assez d'argent pour acheter quelque chose 2 fois avant de l'acheter. Par exemple, si vous voulez faire une dépense à 500 €, mais que vous avez que 600 € sur votre compte, attendez d'avoir 1000 € avant de dépenser. Une astuce que vous pouvez utiliser, c'est si vous voyez quelque chose, ne l'achetez pas tout de suite. Mettez-le dans le panier ou mettez-le sur une liste en fonction de vos besoins et de vos préférences et attendez 10 jours. Si au bout de 10 jours, vous avez toujours envie de l'acheter, achetez-le. Sinon, ne l'achetez pas. Et si vous voulez vous entraîner à la satisfaction différée et à être encore plus patient, attendez 30 jours. Bonne chance. Vous allez voir, si vous arrêtez les achats impulsifs, votre situation financière va s'améliorer. Oh là là, t'es dans la... Je sais pas si tu comprends. T'es dans la... Alors, je sais qu'on est en France, dans un endroit où il y a plein de lois et de règles qui n'ont ni queue ni tête, mais certaines règles sont vraiment là pour de bonnes raisons et pour protéger les consommateurs. Et la règle de la limite de l'endettement pour un crédit immobilier, elle est là pour une bonne raison. Honnêtement, de base, cette règle, elle existe pour les finances personnelles. La règle générale de finances personnelles, c'est de ne pas dépenser plus de 1/3 de ses revenus nets
pour le logement. Ça compte le loyer, l'électricité, le gaz ou quoi que ce soit. Et donc, si vous n'avez pas de loyer mais que vous avez un crédit, c'est la même chose. C'est mieux de pas s'endetter à un taux de 50, 60%. Et je sais que c'est pas toujours facile de trouver des biens qui tombent dans cette catégorie à notre époque parce que on voit que les loyers, ils s'enflamment et que malheureusement, les salaires stagnent. Mais honnêtement, dépenser 40, 50, 60% de son revenu dans son loyer, ça vous laisse très très peu de marge de manœuvre pour payer la nourriture, pour payer les transports, pour faire les activités que vous voulez, par exemple les loisirs. Donc c'est vraiment pas une bonne chose d'avoir un loyer aussi élevé par rapport à ses revenus. Mais c'est encore pire si c'est un crédit immobilier. Parce qu'avec un loyer, par exemple, si vous voyez que le loyer commence à devenir trop cher, vous pouvez encore partir de l'appartement, partir de la maison que vous êtes en train de louer et trouver quelque chose qui est plus dans vos critères. Le problème, c'est qu'avec un crédit immobilier, vous êtes engagé sur la durée. Si vous avez quelconque pépin, par exemple, vous perdez votre emploi, vous êtes au chômage partiel, si vous en avez assez à votre travail et que vous voulez partir, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir une rentrée d'argent conséquente pendant quelques mois, ou même si vous voulez faire une reconversion ou avoir des enfants, avoir un crédit immobilier sur 15 ans, 20 ans, vraiment sur la durée, un taux d'emprunt aussi élevé, c'est très dangereux parce que ça vous laisse aucune marge de manœuvre. Si votre crédit immobilier ou votre loyer est trop élevé et que vous avez une rentrée d'argent réduite et que vous n'arrivez pas à le payer, qu'est-ce qui va vous arriver? Et c'est la même chose pour les couples. Si vous savez que vous voulez avoir des enfants dans pas très longtemps et qu'un des parents veut rester à la maison, est-ce une bonne idée de prendre en compte les deux salaires en sachant que probablement la mère restera à la maison? Alors que si vous n'avez pas un crédit sur le dos qui prend en compte les deux salaires, vous avez beaucoup plus de possibilités. Par exemple, si la personne doit rester à la maison pour s'occuper de l'enfant, vous pouvez, sans avoir trop de stress financier. Bien sûr, vous allez peut-être devoir faire attention, mais c'est beaucoup mieux que si vous faisiez en fonction de deux salaires. Donc, avoir un taux d'endettement bas pour la maison, ça vous laisse aussi beaucoup plus de choix. Maintenant, je sais qu'à notre époque, c'est beaucoup plus difficile que nos parents. Eux, à l'époque, ils pouvaient facilement s'acheter une maison avec un seul salaire, et c'était une maison d'une belle taille. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'ajuste à l'époque à laquelle on vit. Peut-être qu'il faut accepter d'être temporairement dans un logement qui est un peu plus petit, mais moins cher, mais qui ne va pas causer de stress financier, plutôt que d'aller dans une maison qui est énorme et qui utilise toutes vos capacités d'endettement, qui utilise toutes vos capacités à épargner ou à investir, qui ne vous permet pas de mettre d'argent de côté pour pouvoir aller en voyage ou quoi que ce soit. Enfin bref, peut-être qu'aller à un endroit un peu plus loin ou un peu plus petit, c'est un sacrifice à faire pour ne pas être stressé par les dettes. Et si ça vous gêne vraiment de devoir réduire l'endroit dans lequel vous vivez ou de devoir acheter une maison plus petite que ce que vous voulez, vous pouvez essayer de vous créer un complément de revenus avant de vous engager et ça vous permettra d'avoir une maison de la taille que vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu tirer quelque chose de ces quelques conseils. Et maintenant, go forth and prosper.